Bonjour, bonsoir. C'est la deuxième partie du thème Louis-Étienne Lysius Félicité Salomon et l'entrée dans l'histoire contemporaine d'Haïti, 1879-1888. Le 29 octobre 1845, à la cathédrale d'Écailles, le jeune Salomon a exalté les hautes vertus de l'empereur Jacques Ier dans un retentissant panégyrique qui a fait peur à plus d'un. Mon coup de cœur n'est autre que ce passage. L'empereur avait à faire comprendre au peuple que pour avoir conquis sa liberté et son indépendance, il ne devrait pas pourtant confondre l'exercice et la jouissance de ses droits avec la licence. De 1843 à 1846, Lysius Félicité Salomon, jeune leader noir mais sectaire, a pu devenir sénateur en 1846. À l'accession à la présidence du tigre d'Aquin, Jean-Baptiste Richer, contesté par le leader paysan Jean-Jacques Akao. Cette décision d'Akao l'a acculé au suicide face aux ripostes militaires envoyées par le général-président Richer. Salomon, qui avait autrefois soulevé les cultivateurs de Castelpère et qui a eu sa libération grâce aux menées des piquets, a écrit une lettre pour féliciter Richer de sa double victoire. Le décès d'Akao, qui a aussi entraîné la pacification du Sud ou la fin de la jacquerie paysanne sudiste. C'est faux de dire de Salomon qu'il est le porte-parole des masses paysannes du Sud. C'est le premier fait qui prouve que les éléments de l'aristocratie noire n'approuvent pas les actes des leaders paysans. Le second, en 1896, le président Florvil Hippolyte, un autre membre de l'aristocratie noire, contre l'avis de ses médecins, a voulu mater lui-même la rébellion du chef paysan Mérisier Janis de Jacmel. De 1848 à 1859, Lysius Félicité Salomon est devenu ministre des Finances et du Commerce de l'Empire de Faustin Soulouque, qui s'était allié aux Noiristes pour mettre fin à la politique de doublure des mulattes ou anciens boyéristes. Salomon, l'ex-duc de Saint-Louis du Sud, ne défendait pas une idéologie républicaine et tolérait aveuglément la politique dictatoriale corrompue de Soulouque. Le ministre Salomon a cautionné l'impôt du 5e sur la production du café, qui pénalisait les paysans au profit des prévaricateurs de la fonction publique. À cette époque, l'influence des mulattes était réduite de moitié après le massacre du 16 avril 1848 et le pillage des masses. Le ministre Salomon n'a pas été inquiété par la chasse à l'homme décrétée contre les ministres compétents qui ont acquis un leadership faisant concurrence au palais national, tel un Honoré Ferry, exilé à la Jamaïque en 1848, un Francisque Jean-Baptiste,
fusillé à la Croix des Bouquets le 20 mars 1851. À la chute de l'Empire en 1859, Salomon s'est rendu volontairement à l'étranger, mais son départ a été transformé en exil doré durant 20 ans, loin de la capitale haïtienne. Même pas pour assister aux funérailles de son père, de ses frères, de sa femme et de son fils adoptif. De 1868 à 1870, Salomon est reconnu comme un grand diplomate, donc envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Haïti à Paris et à Londres. De plus, il s'est rapproché des hommes influents tels un Debesvar Delhomme, c'est un mulâtre, un Michel Domingue, un noir. Donc pas étonnant son adhésion au palais national. Son adhésion au parti national, excusez-nous. En 1876, Salomon a tenté sans succès un retour au pays natal. Une deuxième fois, en 1878, Salomon vient au pays avec l'autorisation du président Canal, mais l'insurrection de Louis Tanis en mars 1878 l'a obligé de repartir en exil et condamné au bannissement. Salomon a pu revenir le 19 août 1879. Depuis la fin tragique de Sylvain Salnave, le 15 janvier 1870, l'élite des deux partis politiques, constituée des libéraux et des nationaux, est représentée au Parlement. Et parfois, un membre détient la présidence d'Haïti. Citons Michel Domingue et Boiron Canal, deux hommes du Sud. Les libéraux ont été présents au Parlement de 1870 à 1879 et l'élection présidentielle de 1876 a donné naissance à deux branches libérales, les canalistes et les baselésistes. Le militaire Boiron Canal a eu le dessus sur l'intellectuel Boyer-Baselé. Malgré la majorité baselésiste au Parlement lors de l'élection présidentielle, qui, pour le malheur du pays, par leur présence libérale au Parlement, a su bloquer, à cause de l'échec présidentiel, toutes les initiatives du régime de Canal, même celles autrefois inventées par Boyer-Baselé. En 1879, les luttes internes entre les deux branches du Parti libéral conduisent à l'affaiblissement de ce dernier. En témoignent les actes suivants. La révocation des baselésistes dans l'administration publique sous Canal, les neutraliser sur ordre des commandants d'arrondissement dans certaines villes de province, exemple Gonaïves, ou les exiler en Europe et dans la Caraïbe. Ses frères ennemis en viennent aux mains. C'est l'affaire de la rue Pavée à Port-au-Prince, les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 1879. C'est la fin de cette partie. Merci.